et le milieu cérébral est inflammé. Et c'est ça qui favorise l'apparition d'un large éventail de troubles cérébraux, donc dont l'anxiété, dont je parlais tout au début, l'anxiété, la dépression, des troubles de l'humeur, mais il y a aussi le déclin cognitif. Alors le déclin cognitif, on peut parler de la maladie d'Alzheimer, il y a même la maladie de Parkinson qui a été liée à cette inflammation du cerveau, mais juste déjà, sans aller jusque-là, quand tu trouves plus tes mots, quand tu n'arrives plus à mettre tes idées en ordre, là tu sais qu'il y a une petite inflammation dans le cerveau. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Après une petite pause pour le lundi de Pâques, me revoilà au micro de Pas de soucis et je suis super heureuse de vous retrouver, de te retrouver pour cet épisode sur la biologie du trauma. Cet épisode qui va être le premier d'une série de 4 épisodes où on va parler biologie du trauma, on va parler de notre corps, ça ne te surprend pas, je parle souvent du corps. Pour cet épisode numéro 1, on va plonger dans l'inflammation et plus particulièrement dans l'inflammation du cerveau. Dans l'épisode numéro 2, on parlera trauma et santé cellulaire, donc on parlera de la cellule. Dans l'épisode numéro 3, on parlera minéraux et santé mentale. J'aurai l'honneur d'avoir Marion Baudier de Marion Nutrition au micro de Pas de soucis pour cet épisode-là. Et dans le 4e épisode, on parlera du lien entre fatigue, maladie chronique et trauma. Donc stay tuned, ça va être une série extraordinaire, magnifique, sur la biologie et tous ces mécanismes, ces processus qui sous-tendent le trauma. Parce que oui, quand il y a trauma, quand il y a dérégulation du système nerveux, c'est littéralement au niveau du corps qu'il y a des changements qui se font. Une autre annonce avant de plonger dans cet épisode, je suis là depuis plus d'1 an au micro de Pas de soucis, tous les lundis, toutes les semaines, hyper fidèlement. Là jusqu'en juillet, il va y avoir des petits changements, je serai là un lundi sur 2 parce que je vais reprendre l'écriture de mon prochain livre sur l'anxiété et il y a un autre livre qui arrivera aussi en 2024 sur le système nerveux. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais voilà, il y a beaucoup de projets dans les cartons et du coup j'ai besoin de faire de la place aussi pour ça, pour continuer à partager, à enseigner sur le système nerveux, sur le trauma et que de plus en plus de monde puisse avoir ces informations et qu'on puisse vraiment changer l'espèce humaine. Waouh, gros projet. On y va. La biologie du trauma, number 1, l'inflammation du cerveau. Je vais aller un petit peu plus lentement dans ces épisodes sur la biologie du trauma. Je vais le faire exprès. Je sais qu'il y a nombreux et nombreuses d'entre vous qui apprécient mon ton de voix assez dynamique. Là, je vais ralentir un petit peu. Pourquoi ? Parce que c'est des informations qui sont peut-être un petit peu plus complexes que d'habitude ou que vous n'avez peut-être jamais entendues. Donc voilà, on va aller un petit peu plus doucement pour que toi qui écoutes, tu aies le temps de digérer ces informations. Je vais commencer avec un rapport du Haut Conseil de la famille qui est sorti hyper récemment, en mars 2023. Là, je fais cet épisode en avril 2023. Donc, il est sorti il y a tout juste 1 mois, ce rapport. Et c'est un rapport du Haut Conseil de la famille qui nous dit que la consommation de psychotropes chez l'enfant et l'adolescent, donc l'enfant et l'adolescent, là, c'est de 0 à 19 ans, a augmenté de 48% entre 2014 et 2021. Donc, 48% c'est pour les antipsychotiques et 62% pour les antidépresseurs. Donc, entre 2014 et 2021, 62% d'augmentation de prise d'antidépresseurs chez les 0 à 19 ans. C'est pas des chiffres qui sont hyper réjouissants. Ce qu'on peut tirer de ces chiffres, c'est que les jeunes vont mal. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour tirer cette conclusion de ces chiffres-là. Et moi, je vais un petit peu plus loin en disant que si les jeunes vont mal, les adultes vont mal aussi. Et là, on commence vraiment à voir ces effets du trauma transgénérationnel qui sont de plus en plus là, associés
à un mode de vie moderne, je dessine des guillemets avec mes doigts, moderne, toxique. Donc là, on est vraiment en train d'assister à la rencontre entre le trauma transgénérationnel et une société qui est toxique. J'ai pas peur de le dire. Les chiffres le montrent maintenant. Aussi, ce qu'on voit, sans entrer dans des théories du complot avec Big Pharma, hein, moi je suis pas du tout là-dedans, mais ce qu'on voit, c'est que peut-être que le suivi psychologique n'est pas ce qu'il devrait être. Et je dis pas ça sans fondement. Encore un rapport de l'OCDE, cette fois-ci, l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce rapport, il a été fait aux États-Unis et il dit « Moins d'un tiers des Américains prenant un antidépresseur ont eu un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale au cours de l'année écoulée. » Ce qui suggère une faiblesse critique dans un système où les médicaments sont largement disponibles, souvent prescrits par les médecins généralistes, mais où les soins de santé mentale holistique et le suivi fréquent ne sont pas disponibles. Sous-entendu. C'est l'OCDE qui le dit. Donc ce que vient nous dire ce rapport, c'est que le suivi psychologique, il est pas nécessairement optimal ou il est carrément absent. Et là, on arrive un peu à un point pivot en ce moment, où on voit depuis un moment, ça fait un moment qu'on voit des personnes qui en ont marre, qui leur disent que c'est dans leur tête. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. Des personnes qui en ont marre d'aller chez le médecin et qu'on leur dise c'est le stress, c'est dans votre tête, calmez-vous. Et ces personnes, on voit qu'elles commencent à se tourner vers des méthodes plus holistiques, plus fonctionnelles, tout simplement parce qu'elles veulent être vraiment en pleine santé, elles veulent plus se sentir diminuées comme ça par leur santé mentale. Et effectivement, si t'as de l'anxiété, une déprime, la dépression même, souvent on va nous donner des pansements, mais on nous parle pas des causes profondes, des causes sous-jacentes. Or, aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui font le lien entre anxiété, dépression et plein d'autres affections mentales et l'inflammation chronique, par exemple. Cette inflammation chronique, on en parle de plus en plus. Moi, j'ai écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle « Passer au mode de vie anti-inflammatoire ». Si tu veux jeter un coup d'œil à ce livre-là, tu vas en apprendre beaucoup sur l'inflammation chronique. Ce dont on parle un peu moins, c'est l'inflammation du cerveau. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. L'inflammation, déjà, c'est quoi ? Revenons aux définitions, c'est important. L'inflammation, c'est le processus par lequel l'organisme lutte contre des éléments qui lui sont nuisibles. Ça peut être des infections, des blessures, des toxines. Et le but de ce processus inflammatoire, c'est de guérir. Donc encore une fois, je le dis souvent et je l'écrivais dans mon livre, il ne s'agit pas de jeter l'inflammation à la poubelle ou de dire l'inflammation c'est mauvais. Non, c'est un processus qui permet de guérir. Quand quelque chose endommage tes cellules, ton corps, il libère des substances chimiques qui déclenchent une réponse de ton système immunitaire. Et ça, c'est l'inflammation. Cette réponse, elle comprend la libération d'anticorps, de protéines. Il y a une augmentation du flux sanguin aussi vers la zone endommagée. Donc il y a du sang qui afflue dans cette zone-là, pour qu'il y ait plus de circulation et pour que ça puisse guérir. Dans le cas d'une inflammation aiguë, par exemple, je me coupe, ou je m'égratigne, ou je tombe malade, une bonne grippe, un rhume, l'ensemble du processus, donc de ce processus inflammatoire, il dure généralement quelques heures ou quelques jours. Donc ça, c'est l'inflammation aiguë. L'inflammation chronique, elle survient quand cette réaction inflammatoire, elle perdure, en fait. Et ça laisse l'organisme dans un état d'alerte constant. Donc ça veut dire, par exemple, j'ai un rhume, et au lieu que ça dure quelques jours, cette inflammation chronique, elle dure dans le temps. Donc l'organisme, il continue d'envoyer des cellules inflammatoires, même en fait en l'absence de danger extérieur. Il n'y a plus rien, mais le processus continue. Et au fil du temps, l'inflammation chronique, elle peut vraiment avoir un impact négatif et être très nuisible à nos tissus, à nos organes. Et cette inflammation chronique, ce processus-là qui perdure dans le temps, il est impliqué dans de nombreuses maladies. Ça maintenant, ça a été montré et démontré par de nombreuses études, par exemple dans la maladie d'Alzheimer, l'asthme, le cancer même, les maladies cardiaques, certaines maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde par exemple, même le diabète de type 2. Maintenant, tout ça, on a lié toutes ces pathologies à l'inflammation chronique. Et le lien, il a été fait aussi avec les affections mentales. Ça, c'est plus récent, mais le lien est de plus en plus fait avec les affections mentales, comme l'anxiété, comme la dépression, dont je parlais tout à l'heure. Je vais te lire un extrait de la conclusion d'une étude coréenne de 2020, donc assez récente, qui dit « Le stress chronique peut entraîner une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. » Alors,
petite parenthèse ici, ça c'est un mot hyper barbare. C'est un axe qui est formé par l'hypothalamus, l'hypophyse, les surrénales, et c'est une voie qui libère les hormones du stress comme le cortisol par exemple. Okay, c'est un axe qui fait le lien entre le système nerveux et le système endocrinien, donc les hormones dans l'organisme. Okay. On peut mettre ça de côté. Donc une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système nerveux autonome, qui à son tour peut induire des conditions pro-inflammatoires systémiques. Donc ça veut dire tout le système ou plusieurs systèmes dans l'organisme qui sont inflammés. L'inflammation systémique entraîne une neuroinflammation et des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires dans le cerveau exercent des effets neurotoxiques sur des régions spécifiques du cerveau. Cela peut entraîner des altérations de la structure ou de la fonction des circuits cérébraux liés à l'anxiété, principalement les structures limbiques et préfrontales, rendant le cerveau vulnérable aux troubles anxieux tels que le trouble panique, l'agoraphobie ou le trouble anxieux généralisé. Donc ça, c'est ce que dit une étude coréenne de 2020 sur les effets du stress chronique qui entraîne l'inflammation chronique et qui entraîne l'inflammation du cerveau et du coup une vulnérabilité, une tendance, on va dire, aux troubles anxieux, à l'anxiété. Donc traduction en langage plus vulgarisé, l'inflammation chronique, vous pourrez rencontrer le terme de systémique aussi, l'inflammation chronique systémique, donc cette inflammation qui dure dans le temps, elle remonte par le nerf vague au cerveau et on a l'inflammation du cerveau, ce qu'on appelle la neuroinflammation. Je résume. Il faut bien faire la différence entre inflammation aiguë et inflammation chronique. L'inflammation aiguë, elle est là de façon ponctuelle, je m'égratine, j'ai un rhume, versus l'inflammation chronique qui perdure dans le temps. Et cette inflammation chronique, quand elle devient systémique, donc qu'elle est dans tout notre système, elle va remonter par le nerf vague, je vais revenir là-dessus, jusqu'au cerveau. Et là, on a cette inflammation du cerveau, cette neuroinflammation. Je vais un petit peu plus loin. Quand on parle de neuroinflammation, on parle de l'inflammation de la microglie. Il y a eu une très bonne émission de Radio France en 2018 sur la microglie qui explique très très bien. Je vais expliquer dans les grandes lignes ce que c'est ici, mais si tu veux aller un petit peu plus en profondeur sur ce sujet-là, c'est très intéressant. Il y a 30-40 ans, on pensait que le cerveau, c'était que les neurones, mais en fait, 90% du cerveau, c'est cette fameuse glie, donc formée par ces cellules microgliales. Je mettrai le lien dans les show notes de cette émission de Radio France, qui est très bien vulgarisée et vraiment très bien faite. Donc les cellules de la microglie, ces cellules microgliales, c'est quoi ? C'est des cellules qui sont dans le cerveau et qui ont une fonction vraiment cruciale pour l'homéostasie, donc l'équilibre du système nerveux central. Pourquoi ? Parce que c'est le premier niveau de défense contre les pathogènes. Ces cellules microgliales, elles contribuent à la réponse immunitaire. Elles sont aussi impliquées dans d'autres choses, comme par exemple la réparation des tissus, mais là on va rester avec ça. Il faut vraiment que tu t'imagines les cellules microgliales comme des officiers de police qui patrouillent dans le cerveau. Okay. Elles sont pas, parfois on parle de cellules microgliales dormantes, mais elles dorment pas. Quand tout va bien, c'est vraiment ça. C'est comme des officiers de police dans une ville. Quand tout va bien, eh ben, ils patrouillent. Okay, et s'il y a une alerte, on leur dit il y a un vol dans telle boutique à cet endroit-là, bim, on met les sirènes, l'alerte et on y va. Okay, et donc, quand il y a une alerte, ces cellules, par exemple, une alerte, ça peut être un pathogène, une toxine, ces cellules, elles répondent aux stimuli nocifs en libérant ce qu'on appelle des médiateurs inflammatoires, et elles organisent une réponse inflammatoire. Encore une fois, la réponse inflammatoire, une réponse inflammatoire efficace, elle permet de guérir, elle permet de défendre l'organisme contre les stimuli nocifs, ça peut être un pathogène, par exemple. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ces cellules microgliales, finalement, elles soient en bonne santé. On veut l'homéostasie, l'équilibre. C'est ce qu'on veut pour toutes nos cellules, d'ailleurs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces cellules, elles sont exposées à tellement de facteurs de stress, à des toxines, à un environnement toxique. Je vais même aller un peu plus large et envelopper ça, pas que les toxines, aussi un environnement toxique, que ça peut être difficile, ça, de conserver cette homéostasie. Et peut-être si vous connaissez un peu le sujet ou que vous avez lu sur le sujet, on nous parle parfois de dérégulation, de dysfonctionnement des cellules microgliales. Mais c'est pas vrai, ces cellules-là, elles fonctionnent
parfaitement bien. Elles répondent comme elles le doivent aux signaux du milieu dans lequel elles sont. Donc là, ma question pour toi, c'est pense à l'environnement, au milieu dans lequel sont tes cellules. Est-ce que c'est un environnement, un milieu pro-inflammatoire, pro-oxydatif, toxique, plein de stress, ou est-ce que c'est un milieu qui promeut la santé ? Les cellules, elles fonctionnent bien, elles répondent au milieu dans lequel elles sont. Si elles sont dans un milieu pro-inflammatoire, pro-oxydatif, toxique, ces cellules microgliales, elles vont en permanence finalement organiser cette réponse inflammatoire. Et donc l'inflammation des cellules microgliales, c'est un processus qui se nourrit lui-même, parce que s'il y a trop de cellules pro-inflammatoires, ça donne encore plus d'inflammation, c'est un peu une cascade. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur notre environnement pour littéralement dévier la cascade, emmener la cascade dans une autre direction, avec notre mode de vie, avec notre alimentation, avec nos relations, avec certains compléments alimentaires. On peut faire plein de choses pour que cette cascade, elle aille dans l'autre sens, ailleurs, et qu'elle devienne guérisseuse. Là où c'est intéressant d'agir, on le sait maintenant, et de porter notre attention, c'est plus bas, dans nos intestins. Donc je t'emmène, là tu peux sentir, c'est intéressant de rester connecté à sa physiologie, quand on écoute ces informations-là. Reste connecté à ta physiologie, je t'emmène plus bas dans ton intestin, ok ? J'ai parlé tout à l'heure du nerf vague, j'ai dit l'inflammation remonte du nerf vague au cerveau. J'ai dit fais-toi une note mentale, j'y reviens. Donc c'est le moment où j'y reviens. Et je vais parler du syndrome de l'intestin perméable. On va comprendre parce que ça se répond. L'intestin perméable et la barrière du cerveau qui devient perméable aussi. Le syndrome de l'intestin perméable, c'est pas une maladie qui est médicalement diagnostiquée, c'est un terme qui est utilisé quand la paroi intestinale, elle est plus perméable. Plus, davantage. Okay. Il y a une perméabilité accrue ou une hyperperméabilité de la barrière intestinale. Et la même chose peut arriver dans le cerveau. J'ai dit que ça se répondait, donc j'y viens. Une petite explication sur comment est-ce qu'elle devient perméable, cette barrière intestinale, et qu'est-ce qu'elle est censée faire. Les intestins, ils sont conçus pour servir de barrière à l'environnement interne de l'organisme. Ils offrent une protection contre, des molécules potentiellement dangereuses, des agents pathogènes, des toxines, tout ce qu'on ne veut pas qui aille dans l'organisme, dans la circulation sanguine, c'est les intestins qui nous protègent de ça. On a un problème quand la barrière intestinale elle est endommagée, et elle peut être endommagée par plusieurs facteurs déclenchants, ça peut être le stress oxydatif, ça peut être l'inflammation, justement. Ce qui se passe, c'est que les portes, on va dire ça comme ça, les portes de la paroi intestinale, qu'on appelle des jonctions serrées, elles s'ouvrent. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des substances qui normalement devraient rester dans l'intestin ou seraient excrétées par l'organisme, là elles peuvent pénétrer dans la couche interne de la paroi intestinale et dans la circulation sanguine. Donc on dit que l'intestin, il est du coup perméable. Il faut vraiment vous imaginer, les jonctions serrées, c'est très parlant. Imagine-toi un chapeau de paille qui est bien serré quand il est neuf, et puis le chapeau de paille, quand il commence à devenir un peu vieux, je l'ai beaucoup utilisé comme ça, il y a des petits trous, et la lumière, elle commence à passer. C'est exactement ça, l'histoire des jonctions serrées, pour te donner une image. Et donc on dit que l'intestin, il est perméable parce qu'il y a des plus grosses particules qui peuvent passer. Et ça stimule le système immunitaire. Normal, parce que l'organisme, il dit « Oulala, ça devrait pas être dans la circulation sanguine, qu'est-ce que ça fait là ?» On va organiser une réponse immunitaire, on va défendre. Donc ça stimule le système immunitaire, et donc on a la libération de tous ces médiateurs inflammatoires contre ces substances dont je parlais tout à l'heure. Et donc ce processus inflammatoire contre des molécules qui ne devraient pas passer, et donc ce processus inflammatoire contre des molécules qui ne devraient pas passer, des substances qui ne devraient pas passer, et ça peut être même des bactéries saines, mais qui normalement vivent dans les intestins et ne devraient pas être ailleurs. Ou ça peut être des particules de nourriture non digérées, par exemple. Tout ça, ce processus, ça déclenche davantage d'inflammation, ça peut déclencher des réactions allergiques aussi, et une augmentation de la perméabilité intestinale, des changements dans le système nerveux aussi, et là on rentre un peu dans un cercle vicieux. Et donc pourquoi je te parle de l'intestin alors que depuis le début je parle du cerveau ? Parce que le cerveau et l'intestin, ils communiquent de manière bidirectionnelle. Les perturbations au niveau cérébral dues à du stress physique, psychologique, etc., ça va affecter l'intestin. Et de la même façon,
ou de façon bidirectionnelle dans l'autre sens, tous les déséquilibres de l'environnement intestinal, des intestins, donc comme la perméabilité intestinale par exemple, ça peut entraîner des changements comportementaux et ça influe sur notre cerveau. Et ça, c'est vraiment important parce que le système nerveux, quand on parle du système nerveux, là-dedans, il y a le cerveau et il y a l'intestin. Le cerveau, avec la moelle épinière, il fait partie du système nerveux central. Et l'intestin, il a son propre système nerveux, qui est le système nerveux entérique. C'est le nom qu'on lui donne. Okay, et c'est par l'intermédiaire du système nerveux entérique et d'un nerf, le nerf le plus long, le nerf crânien le plus long, qu'on appelle le nerf vague, dont tu as sûrement déjà entendu parler, parce que tout le monde en parle en ce moment de ce fameux nerf vague. Donc c'est par l'intermédiaire du système nerveux entérique, du nerf vague, et aussi par certaines hormones, que l'intestin communique avec le cerveau. Donc si je reprends, j'ai mon intestin qui est un peu plus perméable à cause du stress, de l'inflammation, d'une alimentation qui n'est pas adaptée, d'un environnement pro-oxydatif, pro-inflammatoire, toxique. J'ai mon intestin qui devient perméable. Il y a du coup potentiellement des agents pathogènes, des bactéries, des macromolécules qui s'échappent, qui sont nocives et qui s'échappent par ces jonctions serrées qui maintenant ne sont plus serrées, justement, et peuvent se retrouver n'importe où dans l'organisme parce qu'elles sont entrées par la circulation sanguine. Ça peut provoquer une inflammation généralisée. L'organisme se défend, c'est normal, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et cette inflammation peut remonter par le nerf vague dans le cerveau. Et ce que ça va faire dans le cerveau, ce que ça peut également entraîner dans le cerveau, c'est la rupture de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est la barrière qui protège le milieu cérébral. Donc on a les intestins qui protègent le milieu de l'organisme, de tout ce qui ne devrait pas passer, et on a la barrière hémato-encéphalique qui protège le milieu cérébral. Et quand il y a de l'inflammation chronique systémique, ces deux protections, finalement, ces deux barrières, peuvent en pâtir. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a rupture de la barrière hémato-encéphalique ? Donc si le milieu cérébral est plus protégé, je reviens à mes cellules microgliales, les cellules immunitaires dans le cerveau, elles se mettent en marche, logiquement. Et le milieu cérébral est inflammé. Et c'est ça qui favorise l'apparition d'un large éventail de troubles cérébraux, donc dont l'anxiété, dont je parlais tout au début, l'anxiété, la dépression, des troubles de l'humeur, mais il y a aussi le déclin cognitif. Alors le déclin cognitif, on peut parler de la maladie d'Alzheimer, il y a même la maladie de Parkinson qui a été liée à cette inflammation du cerveau, mais juste déjà, sans aller jusque-là, quand tu trouves plus tes mots, quand tu n'arrives plus à mettre tes idées en ordre, là tu sais qu'il y a une petite inflammation dans le cerveau. Alors là, si tu m'as suivi jusqu'ici, peut-être que tu te dis « Ok, donc j'ai bien compris, il y a cette perméabilité intestinale, les jonctions serrées sont desserrées, du coup, et il y a des choses qui passent dans la circulation sanguine qui ne sont pas censées passer, ça déclenche de l'inflammation et ça peut déclencher aussi de l'inflammation dans le cerveau. Donc si, Camille, tu me parles de cause profonde, qu'est-ce qui peut être une cause potentielle de la perméabilité intestinale ? J'ai envie d'agir là-dessus. Il y a plein de choses. Ça peut être le stress, ça peut être pour certaines personnes la gliadine, cette protéine qui compose cette protéine du gluten. Pour certaines personnes, ça peut être la caséine, protéine du lait de vache. Pour tout le monde, les additifs alimentaires. Ça peut être certaines carences nutritionnelles, donc on manque de certaines vitamines ou certains minéraux. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus ou moins tout le monde à ça, puisque notre système agroalimentaire n'est pas des plus idéaux, on va le dire comme ça, et est très carencé en minéraux et en vitamines. On mange moins de cru aussi, donc il y a moins de minéraux, moins de vitamines. Ça peut être des allergènes, ça peut être l'alcool, ça peut être des infections parasitaires, bactériennes, ça peut être des déséquilibres du microbiote, ça peut être des blessures, des brûlures, ça peut être certaines maladies auto-immunes, ça peut être certains médicaments qu'on nous donne. Ça peut être le fait que tous les aliments soient transformés. J'ai parlé du système agroalimentaire. Voilà, tout ça, ça peut potentiellement contribuer à la perméabilité intestinale. La mauvaise nouvelle, c'est que
je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, il n'y a pas une personne qui ne coche pas au moins une case dans ce que je viens de d'énoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. On peut agir sur nombreux de ces points et on peut limiter grandement les dégâts. Ici, dans ces épisodes sur la biologie du trauma, mon objectif, c'est pas nécessairement de donner des solutions parce que je pense vraiment qu'il faut personnaliser à ce stade-là, parce que voilà, on va pas travailler de la même façon si on a une infection parasitaire, si on a certains déséquilibres du microbiote, on va pas travailler de la même façon si on a certaines intolérances alimentaires, etc. Donc là, moi je t'invite vraiment à te faire accompagner par quelqu'un en médecine fonctionnelle, en nutrition fonctionnelle, en micronutrition, en nutrithérapie, cherche ces mots-clés-là. Je vais mettre des noms aussi de personnes dans les show notes. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Mon objectif ici, c'est de faire le lien, c'est d'expliquer pourquoi quand je dis l'anxiété n'est pas dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc c'est vraiment de montrer les conséquences sur le corps, c'est de faire le lien avec le trauma et le système nerveux pour que tu comprennes que l'anxiété, c'est un symptôme d'un système nerveux dérégulé et donc du trauma et que c'est pas juste psychologique, émotionnel ou psycho-émotionnel. Il faut comprendre que les expériences traumatiques, elles changent littéralement notre physiologie et il faut comprendre comment tous les processus dans notre organisme, ils se font ou ils ne se font plus, ou ils ne se font pas bien ou pas de façon optimale en fonction de la façon dont notre système nerveux a été câblé, souvent très tôt. Donc travailler avec la biologie, c'est aussi ce qu'on fait dans mon programme Arise. Aussi et surtout. Ici, avant de terminer, je vais revenir à mes cellules microgliales, donc ces cellules dans le cerveau qui organisent la réponse immunitaire, pour que tu comprennes bien et pour faire encore plus de liens. Il y a des millions de cellules microgliales qui ont des activités différentes dans différentes parties du cerveau en même temps. Peut-être qu'il y a certaines cellules qui sont à un endroit en train de lutter contre un pathogène. Il y en a d'autres à un autre endroit qui sont en train de démanteler un réseau neuronal qui est associé à un système de croyances qui ne te sert plus et dont tu veux te débarrasser. Et ça, il faut bien comprendre. C'est là qu'on comprend que quand on parle encore et encore de nos traumas, en parler, ça n'a pas de sens d'un point de vue neurophysiologique. Aujourd'hui, on sait que potentiellement ça retraumatise, mais là, je veux vraiment l'expliquer d'un point de vue neurophysiologique. Brendan Vermeer, il explique ça très bien. Ce que tu fais quand tu continues à en parler, c'est que tu continues à envoyer plus d'électricité dans ces réseaux neuronaux-là, ce qui maintient le système de croyance en vie, alors que tu cherches à le changer. Pour changer nos systèmes de croyance, on doit changer les réseaux neuronaux. Et pour changer les réseaux neuronaux, on doit utiliser ce qu'on appelle la neuroplasticité. Pour briser la neuroplasticité, c'est quoi ? C'est ça, hein, c'est on brise d'anciens réseaux neuronaux et on en crée de nouveaux. La guérison neuroplastique, c'est ce qu'on fait dans Arise, en travaillant avec le corps, en travaillant avec certaines parties du corps, en travaillant avec certains organes. Or, la microglie, ces cellules gliales, elles sont un élément essentiel dans le processus de plasticité naturelle du système nerveux central. Il n'y a pas que les bébés ou les enfants qui sont neuroplastiques. On peut changer notre cerveau adulte aussi. C'est ça qui est extraordinaire avec nous les humains. Et ces cellules gliales, elles jouent un rôle essentiel là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on les veut en bonne santé et qu'on veut cette homéostasie des cellules gliales. Il y a des études qui ont montré que quand il y a stress, quand il y a des pathologies, cette microglie, ces cellules gliales, elles jouent un rôle aussi du coup dans la perturbation de la neuroplasticité. Et ça continue ce processus de neuroinflammation. Et on peut avoir une exacerbation du coup de l'anxiété et de la dépression. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que la neuroplasticité ait lieu, pour que la transformation ait lieu, si on veut changer, si on veut se transformer, on a besoin que les cellules gliales, elles aient une activité équilibrée, qu'elles aient cette homéostasie. Parce que si elles sont en train de lutter contre les pathogènes, que tout le milieu est inflammé, elles ne pourront pas être ailleurs, faire autre chose. Et nous, on peut aller en thérapie autant qu'on veut, en parler, faire tout le travail sur nous, ça va être beaucoup plus difficile de changer. Ou peut-être qu'on pourra changer, mais ça va être très difficile de maintenir ce changement. Parce que notre physiologie, elle ne joue pas en notre faveur. Et là, c'est ce cercle vicieux. Le trauma, il met le corps en état de stress constant. C'est la définition même de la dérégulation du système nerveux.
Dans ta tête, tu sais que c'est fini, mais ton corps, il continue à libérer les hormones du stress. Les tissus baignent dans trop de cortisol, ce qui est toxique à la longue. Il y a de l'inflammation. L'environnement cérébral avec les cellules gliales est inflammé. Et la neuroplasticité, du coup, ne se fait pas bien ou ne se fait pas du tout. Et on ne peut pas changer. Voilà pourquoi le travail avec le corps, il est tellement important. Et ce basic housekeeping, comme dit Irene Lyon, cet entretien de base de la maison, de notre système, de notre corps qui est notre maison, tout ce que tu fais pour ta physiologie, la bonne alimentation, l'air sain, l'eau filtrée, les relations nourrissantes, la nature, le sport, etc. Tout ça, c'est important. Et personnaliser sa santé est important aussi. Aller voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. On le dira jamais assez, je ne le dirai jamais assez, tu as besoin de faire les deux. C'est pas ou. Non, le jus de céleri ne guérit pas le trauma. Et oui, il participe à la reminéralisation du corps, il aide à la production d'acide gastrique et il aide à l'absorption des nutriments dont tu as besoin pour réduire l'inflammation. Non, le yoga ne guérit pas le trauma. Et oui, il participe à une meilleure circulation dans le corps, au développement de l'interoception, de la proprioception qui sont essentielles quand tu viens faire le travail avec moi et que tu veux travailler avec ton système nerveux. C'est pas ou, c'est et. Commence à remplacer les ou par des et. Et tu vas voir, il va se passer des choses merveilleuses. Donc voilà pour cet épisode sur l'inflammation du cerveau, le premier de notre série sur la biologie du trauma, number 1. Merci de m'avoir écouté. Prends le temps de réécouter cet épisode parce que c'est impossible d'intégrer toutes ces informations du premier coup. Peut-être prends des notes et moi je te remercie pour ton écoute comme toujours et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode.